Bien, bonjour. Alors, on est en train de se demander à quelles conditions l'État, comme on dit, les autorités politiques, communales, cantonales, fédérales, les institutions internationales, peu importe, peuvent nous contraindre, nous forcer à faire certaines choses. Euh, le problème que ça pose, c'est qu'en général, on n'a pas le droit de se contraindre les uns les autres. Je peux pas vous, enfin, moi je peux vous contraindre parce que j'ai une certaine autorité sur vous. Je peux vous donner des contraintes sur les examens, etc. Mais en général, quand vous rencontrez d'autres personnes, quand vous rencontrez des amis, vous ne pouvez pas les contraindre à faire ce que vous avez envie qu'ils fassent. D'accord ? La coercition est quelque chose qu'on considère comme devant être justifié. Et ça donne naissance au problème de l'autorité de l'État, qui est celui qui nous occupe maintenant. On veut comprendre pourquoi, si c'est le cas, pourquoi l'État est justifié à nous contraindre à faire différentes choses, à nous interdire de faire certaines choses et à nous forcer à en faire d'autres. D'accord ? Donc ça, c'est le problème de l'autorité politique. Et on est en train de passer en revue les principales réponses à ce problème. On s'est intéressé à la première réponse, la plus naturelle qu'on peut mettre en avant pour répondre à cette question, qui est de dire l'État a le droit de nous contraindre parce qu'on consent au fait que l'État nous contraigne. Soit on y consent explicitement, on a vu que ça ne marchait pas. Enfin, ça ne marchait pas. On a vu des problèmes. Je ne veux pas mettre un terme définitif à ça, mais on a vu qu'il y avait des objections sérieuses à cette suggestion. Soit on y consent tacitement. On a vu également des objections sérieuses la dernière fois à cette question. Soit encore on y consent hypothétiquement. Si on avait été rationnel, on aurait consenti à la contrainte de l'État. On a vu, là encore, qu'il y avait des objections sérieuses à cette proposition. On a vu rapidement deuxième type de solution, qui sont les solutions démocratiques. Pourquoi est-ce que l'État a le droit de nous contraindre ? Parce qu'on est majoritairement en faveur de ça. On est majoritairement en faveur du fait que, enfin au moins dans les États, pour les États légitimes, on est en majorité en faveur du fait que l'État puisse imposer certaines contraintes aux citoyens. On a vu une objection à ça. Si on est tous d'accord ici pour que ce soit Thomas qui paye le dîner ce soir, ce qui est justifié parce qu'il est en retard, on est tous d'accord, okay. C'est Thomas qui paye le dîner, c'est la majorité, et malgré tout, on a bien le sentiment de quelque chose qui cloche, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas parce que vous avez une majorité de personnes qui veulent forcer une personne toute seule qui n'a rien demandé qu'elles ont le droit de le faire, d'accord ? Et ça, c'est le problème central des légitimations démocratiques de l'autorité de l'État. On a vu certaines autres manières de défendre. Ah pardon, j'aurais dû mettre une petite croix rouge. On a vu certaines autres manières, une autre manière d'essayer de justifier la solution démocratique, un peu plus élaborée, mais on a vu qu'il y avait aussi des problèmes. Alors, ça c'est là où on en était. Je vous ai dit la dernière fois, mais j'ai changé l'ordre, qu'on allait passer aux solutions qu'on appelle du fair play, mais je vous les présenter en dernier, quand je vous ai parlé du bateau. Donc gardez ça dans un coin de votre tête pour l'instant. Je vous ai rapidement mentionné ça en fin de séance. Ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on s'intéresse au troisième type de solution, qui est peut-être, avec les solutions contractualistes, le plus intuitif, qui consiste à faire appel aux conséquences bénéfiques de l'intervention de l'État. D'accord ? On va dire l'État, c'est bien qu'il nous, enfin, c'est légitime qu'il nous contraigne, parce que grâce au fait qu'il nous contraigne, on peut avoir un certain nombre de conséquences qui sont bénéfiques. Ça, c'est l'idée générale. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur en quoi elle consiste précisément, quelle est la structure de l'argument, et voir les problèmes pour cette suggestion. Est-ce que sur tout ça, jusqu'à maintenant, enfin sur le rappel, il reste vous avez des questions où est-ce que ça va ? C'est bon ? Alors, les solutions conséquentialistes à la justification de l'État. Conséquentialiste, vous savez, vous en avez sans doute déjà entendu parler en éthique avec le professeur Chevary-Cosset, qui n'aime pas beaucoup le conséquentialisme, comme vous l'avez sans doute remarqué aussi. Le conséquentialisme, c'est une famille de théories éthiques qui nous disent qu'une action est moralement bonne ou recommandée si elle maximise la quantité de biens qu'elle produit en tant que conséquence. D'accord ? Donc pour savoir ce que vous devez faire, regardez les conséquences que vont avoir vos actions. Si au total elles causent plus de bien que de mal, alors ce sont des bonnes actions. Si elles causent plus de mal que de bien, alors ce sont des mauvaises actions. Alors vous avez tout un panel de variétés de conséquentialisme. Mais je vous mentionne ça juste pour dire que ce n'est pas ça exactement dont on va parler ici. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la moralité de nos actions individuelles, c'est la légitimité de l'action de l'État. Alors il y a un rapport, évidemment, mais ça consiste à dire qu'un État légitime
Autrement dit, un État qui peut légitimement contraindre ses citoyens, il ne peut le faire qu'à condition que les résultats, les conséquences de ses actions soient bonnes. Et ça va être important de préciser qu'est-ce que c'est qu'une bonne conséquence d'une action pour une intervention de l'État, ce qu'on va essayer de voir maintenant. Le père des légitimations conséquentialistes de l'État, c'est Thomas Hobbes, dans son livre célèbre de 1651, Le Léviathan, où Hobbes essaye d'expliquer à quelles conditions un pouvoir absolu peut légitimement se mettre en place. D'accord ? Alors, que dit Hobbes ? Je vous présente en 2 mots sa théorie, parce que c'est pas, le point, c'est pas de faire de l'histoire de la philosophie ici, mais il est très important pour ces approches conséquentialistes, parce que ce que va faire Hobbes, c'est qu'il va poser la base de la grande majorité des approches conséquentialistes de l'État aujourd'hui. Et ces approches, vous les avez très souvent en germe quand vous lisez des réflexions économiques qui font appel à des théories dont vous avez peut-être entendu parler de plus ou de loin, comme la théorie du choix rationnel ou la théorie des jeux. C'est là que naît cette idée-là, et je vais essayer de vous expliquer en 2 mots, enfin pas en 2 mots, un petit peu plus de quoi il retourne exactement. Alors, quelle est l'idée de départ de Hobbes ? Eh bien, Hobbes, comme beaucoup de ses contemporains, comme Locke un peu plus tard, comme le fera Rousseau encore plus tard, il pense que c'est utile au moins, et c'est sans doute véridique aussi factuellement, de se poser la question de l'État à partir, donc de l'État qu'on connaît, à partir de l'État de nature, ce qui existait avant qu'il y ait un État. Première hypothèse que fait Hobbes, qui est une hypothèse centrale pour la plupart des travaux contemporains dont je vous parlais maintenant en théorie du choix rationnel ou théorie des jeux, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme psychologique. Qu'est-ce que c'est que l'égoïsme psychologique ? C'est l'hypothèse qui dit que chaque homme, chaque individu, ne recherche au final que son propre intérêt. Donc ce qui meut les êtres humains, c'est la recherche de leur intérêt. Donc si jamais vous voyez un être humain faire une action apparemment charitable, si jamais vous voyez Karina offrir un bout de gâteau à Jean, en réalité c'est parce que Karina, elle pense qu'elle va à l'arrivée y gagner quelque chose. Peut-être Jean va me retourner je ne sais pas quoi, me retourner un service, peut-être que je vais passer dans ses bonnes grâces et qu'il m'aidera le jour où j'en aurai besoin, peu importe. Mais ce qui nous meut, c'est toujours ça. Ou peut-être que Karina trouve un grand plaisir à se sentir généreuse. C'est une autre explication de la générosité, c'est de dire, mais en fait, c'est pas qu'elle veut le bien de gens, c'est qu'elle se dit, ah, je me sens vraiment vertueuse maintenant. Ça, c'est l'égoïsme psychologique. Ce qui est intéressant dans cette hypothèse, alors il y a beaucoup de discussions pour savoir si elle est vraie ou pas. Évidemment, c'est des discussions qui devraient nous intéresser en principe, mais beaucoup de gens qui maintiennent cette hypothèse disent, même si l'hypothèse est fausse, c'est très bien de faire cette hypothèse quand on fait des théories politiques, parce que si vous faites une théorie politique en présupposant que les gens sont vertueux, c'est très facile. D'accord ? Nous, on se donne la chose la plus difficile, on veut faire en sorte d'avoir une théorie politique qui fonctionne, un État qui fonctionne avec des gens qui sont vicieux comme Karina, qui cherchent que leur intérêt personnel. D'accord ? Donc en un sens, même si vous pensez que c'est faux, une justification instrumentale de l'admission de cette hypothèse, c'est de dire qui peut le plus peut le moins. Si on arrive à dessiner des institutions politiques qui marchent pour des personnes qui ne sont pas vertueuses, le jour où on aura des personnes vertueuses, ça marchera. Alors cette hypothèse, l'égoïsme psychologique, que vous voyez admise très largement dans les travaux des économistes et de ceux qui travaillent dans les champs de recherche que je viens de vous mentionner, théorie du choix rationnel, théorie des jeux, ou théorie de la décision, c'est pareil que théorie du choix rationnel. Il faut distinguer cette théorie de 2 thèses qui sont proches. Ce n'est pas la thèse, l'égoïsme psychologique, selon laquelle vous n'agissez que sur la base de vos désirs. Ça, c'est une thèse qui est moins controversée, et pour une bonne raison, c'est que si vous dites à Karina, elle recherche que son intérêt, mais Cyril, lui, il agit que sur la base de ses désirs. Mais Cyril, il peut avoir un désir sincère d'aider des gens. D'accord ? On peut avoir des désirs altruistes. Donc si vous maintenez la thèse qu'on agit uniquement sur la base de nos désirs, vous laissez la porte ouverte au fait qu'on puisse avoir des désirs
altruiste, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes un égoïste psychologique. Et puis la thèse de l'égoïsme psychologique, elle est à distinguer aussi de ce qu'on appelle l'égoïsme éthique, qui est une thèse normative, comme son nom l'indique, qui dit que ce qu'il faut faire, c'est de rechercher que notre propre intérêt. Il y a quelques personnes qui ont défendu cette thèse en disant que ce n'était pas simplement la seule chose qu'on pouvait faire, et même vraisemblablement, ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire, parce que si vous voulez dire que c'est la seule chose qu'il faut faire, sans doute, pensez-vous qu'il peut y avoir des tendances altruistes qui sont mauvaises au lieu de cette thèse. Alors, on oublie ça maintenant, nous on s'intéresse à l'égoïsme psychologique de Hobbes. Dans l'état de nature, on est tous des égoïstes psychologiques. On pense à préserver notre propre intérêt, et notre propre intérêt, en premier lieu, à l'état de nature, c'est préserver notre vie. Deuxième chose que dit Hobbes, et là encore, c'est les bases de toute la théorie du choix rationnel, c'est de dire que chaque individu est doué d'une rationalité instrumentale. Ça veut dire quoi une rationalité instrumentale? Ça veut dire qu'on veut préserver notre vie et on sait choisir les bons moyens pour préserver notre vie. On sait qu'il faut manger pour préserver notre vie, on sait qu'il faut se défendre si on nous attaque, enfin on sait de manière générale, pas systématiquement, mais en général, on est bon dans le choix des moyens pour atteindre nos buts, à savoir la défense de nos intérêts. Donc ça veut dire, ça implique, puisqu'on est rationnel, qu'on peut parfois chercher l'intérêt des autres, mais de manière strictement instrumentale. Parce que ce que je vous disais à l'instant à propos de l'exemple de Karina et Jean, Karina elle se dit, ah ben Jean en fait il est très fort, il est très agressif, si je lui donne un bout de gâteau, peut-être qu'il ne me tuera pas. Okay, donc vous voyez que ce n'est pas de la générosité ça, c'est purement un raisonnement prudentiel. D'accord. Bien, donc ça c'est les hypothèses qu'on peut appeler anthropologiques de Hobbes. Et l'idée générale de Hobbes, c'est que l'état de nature, et là c'est l'opposé total de Rousseau, et dans une certaine mesure de Locke, l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. Vous avez déjà entendu ça. Pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Donc dans l'état de nature, on est tous des menaces les uns pour les autres. À n'importe quel moment, vous pouvez craindre que Jessica vous plante un couteau dans le dos. Donc il faut toujours être sur ses gardes. Alors, ça c'est la thèse, le constat très pessimiste de Hobbes sur l'état de nature. Et je vous fais juste un petit commentaire ici. Vous voyez que, puisque cette réflexion sur l'état de nature, ça nous aide à comprendre la légitimité de l'État, plus vous avez une vision sombre de l'état de nature, moins il va en falloir pour que l'État soit une bonne chose. D'accord ? Parce que si l'état de nature, c'est une telle guerre de tous contre tous que décrit Locke, il va falloir assez peu pour l'améliorer. Et donc, l'état de Hobbes, j'ai dit Locke, c'était Hobbes que je voulais dire, ce qui légitime l'état pour Hobbes, c'est juste quelque chose qui va améliorer cet état de guerre. Et vous allez voir que l'état de Hobbes, il ne nous fait pas vraiment rêver, mais pour lui, il est légitime parce qu'il améliore cette situation de départ. Je ferme cette petite parenthèse. Il y a des erreurs à éviter au sujet de Hobbes qu'on lit parfois. On lit parfois que pour Hobbes, il n'y a pas d'obligation les uns envers les autres dans l'état de nature. On va voir que ce n'est pas le cas. On a des obligations, mais elles sont tout à fait minimales. Et deuxième erreur qui est parfois faite quand on parle de Hobbes, c'est de dire que pour Hobbes, la légitimité de l'État, elle vient du consentement libre des individus. Et ça, ce n'est pas le cas. C'était le cas pour les théories contractualistes, mais on va voir pourquoi pour Hobbes, ce n'est pas le consentement qui légitime l'État, mais c'est l'intérêt. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des droits de nature chez Hobbes? Voilà les choses qu'il dit explicitement. Il y a un certain nombre de lois de la nature, on dit de droits ici, qu'on peut découvrir par la raison, dit-il. Chaque homme a le droit d'utiliser tout son pouvoir pour préserver sa vie. Okay. Donc si j'attaque Jean et qu'il réplique, il a absolument le droit de le faire parce qu'il est en train de préserver sa vie. Et puis par ailleurs, tout homme a non seulement le droit de faire ce qu'il veut pour préserver sa vie, enfin ce qui est nécessaire pour préserver sa vie, mais il a l'obligation de préserver sa vie. Et ça conduit Hobbes à formuler ce qu'il appelle cette loi fondamentale de la nature. Tout homme doit chercher la paix tant qu'il a de l'espoir de l'obtenir. Lorsqu'il ne le peut pas, avec un T, pardon, il peut rechercher, utiliser et s'aider de tous les avantages de la guerre. Et deuxième loi de nature qui va expliquer l'origine de l'État, afin d'obtenir la paix, un homme peut renoncer, si les autres le font également, à ses droits sur les autres.
Alors pourquoi est-ce que l'état de nature est très brutal pour Hobbes? Eh bien parce que vous n'avez aucune garantie que les autres vont respecter ces lois. Okay. Autrement dit, même s'il est rationnel de ne pas attaquer les autres, les autres hommes risquent de vous attaquer sous l'effet de leur passion. Donc dans l'état de nature, vous êtes potentiellement la proie de chaque autre personne qui vous entoure. Donc on n'est pas très heureux dans l'état de nature. Alors comment est-ce qu'on fait à partir de là pour justifier l'état? Souvenez-vous que l'état de nature pour Locke et pas pour Hobbes, il était... Oui, Lucas. Est-ce que vous pouvez vite revenir sur les lois de la nature, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Souvenez-vous que l'état de nature pour Locke, il n'était pas si sombre, mais Locke faisait un constat relativement similaire en disant, en général, les hommes ne se veulent pas du mal, mais on ne sait jamais. Il y avait une forme d'instabilité dans l'état de nature, et ça, pour Locke, ça justifiait le fait que, par contrat, autrement dit par consentement, on attribuait de l'autorité à une personne ou un ensemble de personnes. On disait à cette personne ou cet ensemble de personnes, on te donne la légitimité pour nous contraindre, et en échange, toi ou vous, nous promettez de nous protéger des agressions, nous promettez de nous assurer une sécurité minimale. D'accord ? Ça, c'est le modèle lockéen. Vous faites un contrat avec un souverain, que le souverain soit individuel ou qu'il soit collectif. D'accord ? Mais vous renoncez à une partie de vos droits, vous dites vous avez le droit de me contraindre dorénavant, mais en échange, vous m'assurez quelque chose. Ce n'est pas du tout la manière dont ça va se passer chez Hobbes. Okay. Comment est-ce qu'on justifie un pouvoir absolu pour Hobbes? Eh bien, le raisonnement, ça va être le suivant. Ça va être de dire, en un sens, on va se mettre d'accord, mais vous allez voir que c'est un accord en un sens beaucoup plus minimal. On ne va pas se mettre d'accord avec le souverain, mais on va se mettre d'accord entre nous. Tous les individus, sauf un, vont se mettre d'accord entre eux en disant qu'ils vont donner leur pouvoir à une seule personne ou un ensemble de personnes que Hobbes va appeler le Léviathan, qu'on appelle ici le souverain. Il a l'usage d'un si grand pouvoir et d'une si grande force rassemblée en lui que par la terreur qu'ils inspirent, il est à même de façonner les volontés de tous. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça? L'idée, je crois que j'avais une grande citation, j'espère que je ne l'ai pas effacée. Ah si, je l'ai mise après ça. Donc l'idée de Hobbes, c'est la chose suivante. Dans l'état de nature, on craint tous de se faire attaquer par les personnes qui sont à côté. Donc il est très rationnel pour nous de dire, ok, Cyril a des couteaux, Gabriel a des fusils, Lucie a des épées. On est tous, à cause de nos armes, de nos Jean a des muscles. Je vais être gentil avec Jean aujourd'hui. On est tous des menaces les uns pour les autres. Okay. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? On dit, ben écoutez, on donne tous nos épées, nos pistolets, vos muscles, on donne tout ça à Loïc. Okay. Dorénavant, c'est Loïc qui est le super chef. Il a toutes les armes, c'est lui qui a le pouvoir de contraindre. On a un intérêt à faire ça. On a un intérêt à faire ça parce que dorénavant, il n'y a plus qu'une personne qui est une menace pour nous, c'est Loïc. Mais grâce à ça, on a donné tous les pistolets à une seule personne et on est soulagé de la menace omniprésente que représentent les autres. D'accord. Loïc, suite à cette... comment on appelle ça? Comment on devrait appeler ça? Le fait qu'on lui rende les armes, qu'on lui donne tout notre pouvoir, a le devoir de nous protéger les uns des autres. D'accord. Mais on n'a pas fait de contrat avec Loïc. Okay. On lui a juste donné nos pistolets, nos épées, de manière à ce qu'on ne représente plus des menaces les uns pour les autres. Donc le pouvoir de Loïc dans cette situation-là, il est absolument absolu. Pour reprendre l'expression de Hobbes, c'est pas qu'on est dans un contrat avec Loïc, on lui a pas dit tu nous promets de faire ça, c'est juste on s'est soumis volontairement à une personne parce que c'est beaucoup plus sûr d'être soumis à une seule personne que d'être à la merci de tous. Le souverain, dorénavant, donc Loïc, il a le pouvoir de faire des lois, mais lui-même n'est pas soumis à ces lois. Okay.
Donc là, je vous ai pris un exemple où on a une forme de monarchie, parce qu'on a choisi une seule personne pour avoir le pouvoir, mais on peut choisir différentes personnes pour avoir le pouvoir. On peut avoir une aristocratie, on peut décider de céder le pouvoir à des personnes qu'on élit, mais dans tous les cas, les personnes qui ont le pouvoir ont un pouvoir absolu, et elles sont palliées par un quelconque contrat. Qu'est-ce qui justifie ce pouvoir? Ce n'est pas notre consentement à ce pouvoir, c'est le fait que grâce à lui, notre sécurité est assurée. C'est le point central pour bien distinguer les théories du contrat des théories conséquentialistes, c'est que les théories conséquentialistes, elles justifient l'autorité de l'État par l'intérêt que représente l'État pour nous. Même si on n'est pas toujours sensible à cet intérêt. On va le voir dans un instant. On a tous intérêt à céder notre droit de préserver notre vie à Loïc, parce que grâce à ça, on est préservé des menaces des autres. Autrement dit, on a tous intérêt à donner nos pistolets à Loïc, parce que grâce à ça, on est préservé des pistolets des autres. Et Hobbes ajoute que la seule condition à laquelle on est autorisé à résister à ce moment-là au pouvoir de Loïc, c'est si Loïc met en danger notre vie. Okay, mais c'est la seule trace de pseudo-contrat qu'il y a là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas, vous n'avez aucune légitimité pour résister, ne pas obéir au souverain, sauf dans le cas où il met en danger votre vie. Mais il a sur vous, vous lui devez une obéissance absolue. Donc je vous donne une longue citation de Hobbes, qui est la partie essentielle de son Léviathan, mais qui reflète ce qu'on vient de voir là. La seule façon d'ériger un tel pouvoir commun, qui puisse être capable de défendre les hommes de l'invasion des étrangers et des torts qu'ils peuvent se faire les uns aux autres, et par là d'assurer leur sécurité de telle sorte que par leur propre industrie et par les fruits de la terre, ils puissent se nourrir et vivre satisfaits. Donc vous voyez que c'est la sécurité, le but premier. La seule façon d'ériger cette sécurité, c'est de rassembler, pour les hommes, c'est de rassembler tout leur pouvoir et toute leur force sur un seul homme ou une seule assemblée d'hommes qui puisse réduire toute leur volonté à la majorité des voix, à une seule volonté. Autant dire désigner un homme ou une assemblée d'hommes pour tenir le rôle de leur personne et que chacun reconnaisse comme sien tout ce que celui qui ainsi tient le rôle de sa personne fera ou fera faire dans ces choses qui concernent la paix et la sécurité commune. Autrement dit, vous devez maintenant obéir absolument à la personne à qui on a rendu notre pouvoir. Que tous en cela soumettent leur volonté d'individu à sa volonté et leur jugement à son jugement. C'est plus que consentir ou s'accorder, c'est une unité réelle de tous en une seule et même personne réalisée par une convention de chacun avec chacun, de telle manière que c'est comme si chacun devait dire à chacun « J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes, j'abandonne mon droit de me gouverner à cet homme ou à cette assemblée, à cette condition que tu lui abandonnes aussi ton droit et autorise toutes ses actions de la même manière. » Okay. Donc on donne tout notre pouvoir à Loïc à condition, chacun de nous le fait, à condition que les autres le fassent également. Donc on a un contrat vis-à-vis des autres, mais on n'a pas de contrat vis-à-vis de Loïc. Ça, c'est la grande différence avec Locke. Cela fait, la multitude, ainsi unie en une seule personne, est appelée une république, en latin civitas, et c'est là la génération de ce grand Léviathan. Donc, c'est vous, Loïc, le grand Léviathan, c'est l'État. Ou plutôt, pour parler avec plus de déférence, de ce Dieu mortel, à qui nous devons, sous le nom de Dieu immortel, notre paix et notre protection. Car cette autorité, qui est donnée par chaque particulier de la République, il a l'usage d'un si grand... car par cette autorité qui lui est donnée par chaque particulier de la République, il a l'usage d'un si grand pouvoir et d'une si grande force rassemblée en lui, que par la terreur qu'ils inspirent, il est à même de façonner les volontés de tous pour la paix à l'intérieur et l'aide mutuelle contre les ennemis à l'extérieur. En lui réside l'essence de la République, qui pour la définir est une personne unique en tant que ses actes sont les actes des individus d'une grande multitude par des conventions mutuelles passées l'un avec l'autre, se sont fait chacun l'auteur afin qu'elle puisse user de la force et des moyens de tous comme elle le jugera utile pour leur paix et leur commune protection. Alors il y a beaucoup de reformulations ici, mais je pense que ça aide à comprendre. Vous voyez bien que le monarque, pour Hobbes, l'autorité, le Léviathan, il a un pouvoir absolu sur nous. D'accord ? Et ça, c'est évidemment une grande matière à discussion sur Hobbes. Il a été accusé d'absolutisme en disant « mais tu justifies un État qui est extrêmement autoritaire. Dorénavant, Loïc peut tout faire sur nous, sauf nous tuer. Okay, mais il peut nous forcer à faire tout ce qu'il veut. Mais la réponse de Hobbes à ça, évidemment, c'est de dire, mais ouais, alors, mais c'est vrai qu'il peut faire des choses qui ne sont pas bien, mais c'est bien pire s'il n'y a pas Loïc. S'il n'y a pas Loïc, on est tous en train de s'entretuer. D'accord ?
Donc c'est pour ça que je vous disais précédemment, si vous partez d'un état de nature qui est vraiment extrêmement brutal, il faut peu pour que l'état constitue une amélioration. Et le seul fait d'avoir un souverain, même si c'est un souverain absolu, pour Hobbes, ça va être quelque chose de mieux que l'état de nature dans lequel on était. Alors, pour clarifier, j'ai fait allusion plusieurs fois à Hobbes, à Locke. C'est important de bien voir la différence entre les deux. Donc, Hobbes, c'est un conséquentialiste pour la légitimité de l'État. Locke, c'est un contractualiste. Trois différences essentielles que je mentionne maintenant. Comme je vous l'ai dit déjà, pour Hobbes, les individus n'entrent pas dans un contrat avec l'État, mais seulement entre eux. Okay, ils se promettent mutuellement de céder leur pouvoir au souverain, mais le souverain ne fait pas partie du contrat, et donc par suite, le souverain n'a pas d'obligation autre que de ne pas porter atteinte à la vie de ses sujets. Deuxième différence importante, à laquelle je vais venir maintenant, dont je ne vous ai pas parlé, c'est que vous pouvez vous dire, oui, mais il reste quand même du contrat du moment qu'on est tous d'accord entre nous. Il y a quand même, c'est comme l'assentiment, le consentement au moins des individus entre eux, indépendamment du souverain, qui donne naissance à l'État. Mais Hobbes dit non, en fait, il peut y avoir un souverain qui arrache notre consentement. Donc on est tous d'accord pour donner nos armes à Loïc, sauf Cyril qui s'accroche à son pistolet. Okay, mais maintenant, Loïc, il a beaucoup de pistolets, donc il peut arriver vers Cyril et il lui met des pistolets sur la tempe et il dit à Cyril, maintenant vous me donnez le pistolet, Cyril. Et ça, pour Hobbes, c'est parfaitement légitime, parce que c'est une manière pour Cyril d'accepter l'autorité. Évidemment, si Cyril n'accepte pas l'autorité, ben, il meurt. Il a choisi, librement, d'après Hobbes, enfin, librement sous la contrainte, de donner son dernier pistolet à Loïc, qui désormais a tous les pistolets. Donc là, Hobbes distingue deux types de souverains, ceux qui s'imposent par la force et ceux qui naissent d'un accord, et souligne que les deux types de souverains ont exactement les mêmes droits. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui soumet tout le monde par la force, c'est aussi un souverain légitime. Et puis la troisième raison pour laquelle la théorie de Hobbes est distinguée de celle de Locke, c'est que, souvenez-vous, pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Dans l'état de nature, on est tous extrêmement méfiants les uns des autres. Si vous voulez faire un contrat, vous avez besoin d'une notion clé qui est la confiance. Si Jean me promet de m'amener une part de gâteau la semaine prochaine, ça va marcher cette promesse que si j'ai confiance en Jean. Alors là, on peut dire c'est pas grave, c'est juste une part de gâteau. Mais si Jean me promet de ne pas me planter un poignard dans le dos quand je me retourne, j'ai vraiment intérêt d'avoir vraiment confiance dans Jean pour que ça puisse marcher. Okay, mais dans l'état de nature, la confiance, elle n'existe pas comme ça pour Hobbes. D'accord ? Pour Locke, il y a de la confiance dans l'état de nature. Mais pour Hobbes, on se méfie tous les uns des autres. Donc on n'aurait pas pu faire un contrat dans l'état de nature. Okay, les seuls rapports qu'il y a, c'est vraiment des rapports de force et quelques droits naturels qui sont minimaux. Donc l'objection, j'arrive tout de suite, Giacomo. La troisième raison de distinguer le contractualisme de Locke de celui de Hobbes, c'est de dire que, enfin, c'est pas un contractualisme, c'est de dire que pour Locke, pour qu'il y ait un contrat, il faut qu'on puisse au minimum se faire confiance. Tandis que pour Hobbes, il n'y a pas de confiance dans l'état de nature. C'est pour ça qu'on est simplement mu par l'intérêt. Et la seule chose qui peut nous convaincre de donner les pistolets à Cyril, c'est de voir que les autres donnent les pistolets au même moment. Je galère quand même à comprendre pourquoi Hobbes a cette vision si négative. C'est à cause peut-être d'un contexte historique particulier ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne sais pas si on ne sait pas. Non, il n'y a rien qui me vient maintenant. Et je ne sais pas si c'est lié au contexte historique particulier ou à une forme de pessimisme spontané sur le caractère violent des interactions dans l'état de nature qu'on constate aussi dans le monde animal. Hein. C'est quelqu'un qui est très, en un sens, je ne sais pas s'il est personnellement désabusé, mais c'est quelqu'un qui regarde la manière dont les gens agissent en fait. D'accord ? C'est le contraire d'un utopiste. Hobbes, il regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de violence entre les êtres humains, mais si on regarde les animaux, il y a aussi beaucoup de violence chez les animaux. Et c'est un des intérêts de
de sa théorie, c'est quand vous, donc si vous repensez aux deux, donc je ne sais pas la réponse à votre question, Giacomo, mais ça permet de mettre le doigt sur un des intérêts de sa théorie, c'est que si vous faites ces hypothèses minimales sur tous les individus sont des égoïstes psychologiques qui recherchent leur propre survie, et en général ils savent employer les bons moyens, ils sont rationnellement instrumentables pour défendre leur survie, là vous avez une théorie qu'on peut appliquer aussi au règne animal. Et c'est ce qu'on a fait beaucoup avec, dans les théories de la décision. Ces théories-là, elles sont assez minimales. Que vous regardez un insecte, un petit serpent, en général, ils sont assez épatants. Ils cherchent à survivre et ils font les choses qui sont assez justes pour survivre. Donc c'est quelque chose qui est très minimal en termes de demande cognitive, si vous voulez. Vous n'avez pas d'altruisme. Hein. Tout ça, c'est pas là. Bien, donc ça c'est ce qui se passe si Loïc ne veut pas donner son épée si Cyril ne veut pas donner son épée à Loïc. Tout sujet dans une république s'est engagé par convention à obéir à la loi civile, soit par une convention de l'un avec l'autre, ça c'est quand tout se passe bien, comme quand les hommes s'assemblent pour constituer un représentant commun, soit par une convention du représentant lui-même avec chacun, un par un, quand soumis par l'épée, les hommes promettent d'obéir pour conserver la vie. Ça, c'est ce qu'il appelle une convention. Okay, donc, Loïc arrive avec son pistolet sur la tempe de Cyril. Il dit, je te propose une convention, tu me donnes ton pistolet et moi, je te protège. Et puis, Cyril, évidemment, il donne son pistolet. Voilà, une convention. Voilà. Ça, c'est pas un contrat, d'accord? Vous voyez bien que l'obsession de Locke pour justifier l'État, c'était de dire, j'arrive tout de suite, Karina, c'était de dire, la légitimité de l'État, elle vient du fait qu'on ait consenti, qu'on soit d'accord. Mais là, vous voyez bien qu'il n'y a aucun sens raisonnable d'accord dans lequel on manifeste un accord juste en cédant à la menace. Karina et Cyril. En fait, j'ai un peu du mal à voir comment Hobbes justifie tout ça à partir de l'état de nature, parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais réellement pu observer. Enfin, je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il base toute la légitimité de l'État sur un état de nature hypothétique. Ouais. Et puis j'ai un peu du mal à voir en quoi ça légitimise l'État, en fait, puisqu'on ne sait pas si on a réellement été dans cet état-là. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que ça discrédite un peu ses propos, parce que j'ai l'impression qu'il sortait du chapeau, il n'a jamais réellement. Enfin, comment il peut l'attester? Alors c'est un problème, vous avez raison, c'est un problème pour tous ceux qui s'appuient sur l'état de nature, de savoir quel est le statut de cet état de nature qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connu, et que on le fait à l'aune de ce qu'on veut. Okay. Plus vous allez faire de l'état de nature quelque chose d'idyllique, de beau, plus vous allez demander beaucoup à l'État, et c'est pour ça que Rousseau est tellement déçu par l'État, parce qu'il se dit l'état de nature c'était super, et puis l'État qu'on connaît aujourd'hui c'est la soumission, l'homme est partout dans les fers, on est plein de contraintes. Si vous mettez l'état de nature tout en bas, il en faut peu pour que l'État soit légitime. Donc il y a un peu un jeu, et on a l'impression que du coup cette définition de l'état de nature, elle est un peu guidé par le type d'état que vous avez envie de justifier. Okay, si vous voulez justifier un état le plus minimal possible à la Hobbes, vous allez dire que l'état de nature est terrible. Si vous voulez justifier un état plus maximal à la Rousseau, vous allez dire que l'état de nature c'était très bien et que l'état doit être plus justifié, doit être beaucoup mieux que ça. Alors c'est vrai, ça c'est c'est un problème qui ne se pose pas simplement pour Hobbes, mais pour tous ceux qui font appel à l'état de nature. Locke est le plus clair en disant, moi je pense qu'il a existé l'état de nature. Hobbes, sans doute, il est réaliste sur l'état de nature. Rousseau dit juste c'est une fiction utile. Le Kant va dire aussi pareil, c'est utile d'imaginer ça, l'état de nature. Donc il y a juste une vertu à ce moment-là instrumentale à la chose. Peut-être deux façons de défendre un petit peu Hobbes là-dessus. La première, c'est de dire, comme je disais avant, même si l'état de nature n'a pas existé, c'est toujours mieux de supposer ce qu'il y a de pire dans l'être humain si on veut pouvoir essayer d'avoir des institutions qui soient les plus solides possibles. Okay, ça, c'est un peu le pessimisme instrumental de Hobbes. Hume a aussi des considérations de ce type-là. Et puis, une autre considération en faveur de Hobbes, qui est souvent avancée, c'est quand vous avez une dictature qui est renversée, où tout le monde se tape dans les mains, et puis on se dit, en fait, après, sans la dictature, c'est presque pire encore. On a beaucoup dit ça quand Kadhafi a été renversé. Tout le monde disait qu'est-ce qu'on peut faire de pire que Kadhafi, et Kadhafi disait quand il était au pouvoir, m'enlevez pas parce que ça va être pire sans moi. Et ce qui est assez tragique, c'est qu'il avait, semble-t-il, raison de dire ça, dans le sens où sans un tyran, parfois c'est bien pire. Et c'est bien pire pour des raisons assez proches de ce que dit Hobbes. C'est-à-dire, si vous avez un tyran, vous savez d'où vient la menace.
vous avez un certain nombre de régularités dans votre vie. Vous savez les choses qu'il faut faire ou pas faire pour survivre. Ok. Si vous n'avez pas de tyran en place, vous n'avez même pas ça. Vous avez à n'importe quel moment un gens qui peut décider sur un caprice de vous trancher la gorge. Et la menace peut venir de partout. Donc il n'y a rien que vous pouvez planifier. Vous ne pouvez même pas espérer que vous allez rentrer chaque soir. D'accord ? Les règles ne sont pas claires du tout. Donc c'est dans ce sens-là que une manière de défendre Hobbes, c'est de dire, vous voyez que vous voyez que c'est pire l'état d'absence de, ça peut être pire un état d'absence de tyran, d'une forme d'anarchie brutale que la présence d'un tyran. Et peut-être c'est dans ce type de situation-là qu'on peut se retrouver dans l'effondrement de certaines dictatures, comme ce qui s'est passé en Libye. Cyril et puis Lucas. Je me demandais juste, comme Hobbes ne semble pas amener de distinction au niveau de la légitimité entre un souverain qui prendrait le pouvoir par la force et un souverain qui serait élu, disons, dans un système démocratique. Comment est-ce qu'il ferait pour distinguer quel souverain devrait régner? Par exemple, il y a plein de situations actuellement, comme à Tahiti, où il y a des groupes armés qui cherchent à prendre le pouvoir, et puis un pouvoir démocratique qui a été à peu près, qui a été instauré à peu près démocratiquement. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour trancher? Alors, ça n'empêche pas de dire ça, de dire qu'après, parmi tous les pouvoirs qui sont légitimes, parce que c'est mieux que l'anarchie brutale ou l'état de nature brutale, on peut après introduire une hiérarchie en disant il y en a qui sont meilleurs que d'autres. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est que le seuil de légitimité, il est très bas pour Hobbes. D'accord ? À partir du moment où vous avez un État qui vous garantit une sécurité que vous n'aviez pas dans l'état de nature, cet État est légitime, même si c'est un État brutal et tyrannique. D'accord ? Ça n'empêche pas ensuite de dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Encore une fois, la raison pour nous de nous intéresser à Hobbes ici, c'est de voir l'idée que ce qui justifie l'État, ce n'est pas forcément le consentement, c'est le fait que ça sauve certains intérêts. Les intérêts de chacun. Ce n'est pas certains intérêts, c'est les intérêts de chacun. C'est ça qui justifie l'État. On est tous plus en sécurité grâce à l'intervention de l'État, d'après Hobbes. Et ça suffit pour que l'État soit légitime, même si on n'a pas consenti à l'État. Et on va voir que maintenant, ça explique après beaucoup d'autres interventions de l'État. Je vais vous prendre quelques exemples de philosophie de l'environnement ou intervention sociale. On a exactement ce type de... Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le contenu de l'État que défend Hobbes, que le mouvement général qui consiste à dire on va légitimer l'État par le fait qu'il défend l'intérêt de chacun. Lucas ? Oui. Déjà, un petit peu répondu, parce que je me posais la question pour le cas un peu limite des États-Unis, où on a quand même les citoyens qui ont conservé un droit quand même plus fort peut-être que dans d'autres pays à utiliser leur pouvoir pour préserver leur vie, par exemple avec des armes. Et alors oui, on pourrait dire que peut-être qu'avec les milliards de budget militaire, l'État a des plus gros pistolets, si on peut utiliser la métaphore comme ça. Mais est-ce que, du coup, ce serait un État qui serait moins légitime qu'un autre, ou quand même, comment est-ce qu'il... Alors je pense que là-dessus, Hobbes serait effectivement, dirait, si l'État, donc si Loïc échoue à assurer notre sécurité, ça c'est un échec du souverain. D'accord ? Donc il y a un moment où on a le droit de reprendre les pistolets, c'est quand le souverain échoue à garantir ce pourquoi on lui a cédé nos armes. D'accord ? Donc si jamais il reste quelqu'un, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a le droit d'aller prendre le dernier pistolet de Cyril, c'est que sans ça on est quand même sous une menace. Donc il y a quand même une obligation qui pèse sur le souverain, qui est d'assurer la survie de chacun. Et c'est pour ça que le seul cas où on a le droit d'agir contre le souverain, c'est quand il assure plus notre survie. Okay ? Pas pour des raisons contractuelles, encore une fois, mais pour des raisons purement d'intérêt. C'est la raison pour laquelle on veut le souverain. Donc s'il assure plus notre sécurité, on n'a plus de raison de vouloir le souverain. Okay ? Donc oui, on peut évaluer un souverain dans ce type-là, mais encore une fois, l'évaluation, ça va consister à dire mauvais travail, Loïc. T'as pas fait le job. Ça va pas être une évaluation morale du type tu nous as forcé à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Parce que ça, c'est pas ce qui est en jeu. Tu n'as pas assuré la raison pour laquelle tu étais là, à savoir assurer notre sécurité. Jean. Mais si on prolonge un peu cette idée, est-ce que, parce que maintenant chaque pays a son État, si on veut bien, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est comme si du coup il y avait encore, je sais pas, une centaine de personnes qui ont tout plein de flingues, quoi. Pourquoi, est-ce que cette théorie-là, elle ne devrait pas prédire plutôt que il y aurait un État qui gère toute la... Le grand Léviathan. Ah, voilà.
Alors, vous voyez, Locke il dit toujours il y a la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Hein. Donc, il doit nous préserver de nous-mêmes, l'État, mais il doit aussi nous préserver des assaillants extérieurs. Les assaillants extérieurs, peut-être que c'est l'anarchie, peut-être qu'eux, ils sont encore dans l'état de nature, ou peut-être qu'ils sont encore dans un État. Okay. Peut-être qu'ils ont constitué un État de la même façon que nous. Et je pense que Hobbes, mais là je ne veux pas m'avancer, mais pour Hobbes, je n'ai pas le souvenir qu'il ait envisagé, c'est un grand État mondial, mais en principe, ça peut être dans notre intérêt de dire tous les États du monde donnent le pistolet à un seul grand souverain mondial, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus qu'une seule personne qui représente une menace et la sécurité mondiale est assurée. Hein. Donc il n'y a pas d'essayer de justifier intrinsèquement la multiplicité des États. Hein. Ce qui compte juste, et c'est la raison principale pour laquelle on s'intéresse toujours à Hobbes, c'est cette idée que individuellement, si on poursuit notre intérêt, on arrive à des situations qui sont, comme on dit dans un jargon un peu pompeux, c'est suboptimal. C'est-à-dire, individuellement, si on poursuit notre intérêt, on n'arrive pas à la meilleure situation possible. Par contre, si on donne l'autorité à l'État, là, on arrive à améliorer le sort de chacun. Ça peut être un État qui est cantonal, fédéral, international. Après, ça va dépendre des contingences, des intérêts et de l'efficacité de ces interventions. Oui. Ce qui m'interpelle, c'est le choix de la dénomination. Léviathan, c'est un démon. Et puis au Moyen-Âge, on pensait que c'était un monstre qui, à la fin des temps, arriverait à avaler toutes les âmes. Donc, il a une connotation négative. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un jugement moral par rapport à ce pouvoir? Alors, je pense qu'il y a deux fonctions. Il y a deux fonctions pour Hobbes qui sont liées à l'image de ce Léviathan comme monstre qui avale tout le monde. La première, oui, ça vous ne le voyez peut-être pas bien, mais ça c'est l'image de couverture. Je ne sais pas si c'est original ou pas. Je pense qu'elle est un peu plus tardive que la première publication. Vous voyez que ce Léviathan, donc c'est Loïc, mais dans Loïc, il y a chacun d'entre nous ici. D'accord ? Donc il a avalé toutes nos volontés. Hein, il y a quelque chose un peu, toute proportion gardée, comme chez Rousseau, qui dit la volonté générale, elle a comme avalé toutes les volontés particulières. Okay ? Il y a cette même tendance absolutiste. Hein, finalement, on a renoncé à vouloir. C'est dorénavant Loïc qui veut pour nous, et c'est ça qui fait qu'on peut éviter de se mettre en danger les uns les autres. Donc dans la longue citation que je vous ai donnée, vous avez ça plusieurs fois. Cette première fois pointe cette idée que la volonté de l'État, c'est comme si c'était l'ensemble de nos volontés réunies en une seule volonté. Donc le Léviathan, même si l'autorité est déposée dans les mains d'un seul, cette autorité, et ce pouvoir plutôt que cette autorité, elle dépend étroitement du fait qu'on ait cédé cette autorité-là. Donc on est en quelque sorte partie intégrante du souverain. Et il y a effectivement l'aspect négatif que vous disiez, parce que ce que veut justifier Hobbes, c'est qu'un souverain avec un pouvoir absolu est légitime. D'accord ? Donc il n'est pas en train d'essayer de défendre un État gentil qui veut le fait que tout le monde ait, je ne sais pas, le même accès à l'éducation, etc. Ce n'est pas du tout le point de Hobbes. Le point de Hobbes, c'est de dire, même un État, et évidemment, lui, il veut défendre aussi les monarques de l'époque, hein, c'est pas, il n'a pas de projet révolutionnaire ou d'améliorer les institutions existantes. Il veut trouver des raisons pour lesquelles les monarques en place sont légitimes. Et pour lui, c'est ça, cette raison-là. Donc d'où cette idée de Léviathan, qui a un côté plus impressionnant que négatif pour Hobbes. C'est plus là-dessus qu'il joue. Hein. Il faut être impressionné par le pouvoir de l'État pour que celui-ci soit efficace. Un pouvoir fort, c'est un pouvoir qui assure notre sécurité. Si vous n'avez pas peur de l'État, en un sens, on risque de retomber dans l'état de nature. Hein. Donc il faut qu'il soit impressionnant, ce Léviathan, pour qu'on craigne ses représailles. Bien, alors c'est tout ce que je voulais vous dire pour Hobbes. Je vais quand même conclure avant la pause pour qu'on passe enfin, après la pause, à l'argument conséquentialiste proprement dit. Donc ce qui fonde l'autorité de l'État pour Hobbes, c'est pas tant la volonté des sujets de se soumettre que leur intérêt, ça je vous l'ai dit. Un souverain auquel nous nous soumettons sous la menace est légitime car il est dans notre intérêt, il assure notre sécurité. Sans lui, nous courrions les plus grands dangers. Donc, c'est ma dernière diapo avant la pause. On se pose ici la question de l'autorité de l'État. À quelles conditions un ensemble de personnes sont autorisées
à nous contraindre et à quelles conditions on a le devoir de leur obéir. Toutes les solutions auxquelles on s'est intéressé, elles ont une forme commune. Elles consistent à dire, bon, en général, c'est pas bien de contraindre, donc il faut trouver une situation qui n'est pas politique, dans laquelle la coercition est moralement justifiée. Donc si Jean me dit, dorénavant, je t'obéis de 8h à 9h du matin pour que tu m'entraînes à faire du vélo, là j'ai le droit de 8h à 9h de dire à Jean, tu montes à Chaumont, et il n'y a pas de choix, j'ai le droit de le contraindre à faire ça parce qu'il a consenti. Ça, ce n'est pas une situation politique, et on généralise à une situation politique. Okay, c'est la deuxième étape de toute solution à légitimité de l'État, c'est on trouve une solution non politique dans laquelle la coercition est acceptable, et on dit, c'est exactement ce que fait l'État. Alors, dans les théories du contrat, on dit, il est permis de contraindre, comme dans l'exemple que j'ai pris à l'instant, ceux qui consentent, et donc, on généralise ça à l'État en disant que les citoyens consentent à l'État. Dans les théories conséquentialistes, la première prémisse, c'est que, la stratégie apolitique, c'est qu'il est parfois permis de contraindre quelqu'un dans son intérêt. Okay. Parfois, on peut contraindre quelqu'un dans son intérêt, et c'est précisément ce que fait l'État. L'État, il contraint quelqu'un dans son intérêt. C'est pour ça que l'État est autorisé à prendre de force le pistolet de Cyril. Okay, c'est que dans l'intérêt de Cyril, grâce à ça, Cyril va dorénavant vivre dans un contexte sécurisé, même s'il n'est pas d'accord. Il n'est pas content qu'on lui prenne le pistolet, mais au fond, ça lui fait du bien, même s'il ne le sait pas, parce que maintenant, il a le droit à la sécurité. Alors ça, c'est l'idée générale, et après la pause, on va essayer d'appliquer ça plus généralement, pas simplement au contexte de Hobbes sur la sécurité, mais à des questions politiques qui touchent tout un tas de domaines différents. On fait une petite pause et on reprend à écart.